Bonjour à tous et tous, amis fidèles auditeurs, auditrices de la radio Isanganiro. Merci d'avoir choisi ce rendez-vous de l'émission Mosaïque. L'émission va porter aujourd'hui sur la redevabilité et précisément redevabilité des élus nationaux envers le peuple électeur. Les élus nationaux, ce sont spécifiquement les membres des deux chambres du Parlement, députés et sénateurs, ainsi que le président de la République, chef du gouvernement. Mais nous allons nous borner beaucoup plus aujourd'hui sur ceux des deux chambres du Parlement. Cela fait déjà un peu plus de 6 mois que ces élus sont sur le terrain après les élections de 2020 au Burundi. Des réalisations, des défis déjà constatés, mais aussi des perspectives pour les surmonter et tenir promesse envers les citoyens électeurs. Pour tenter des réponses, 3 invités sont avec nous sur le plateau. Honorable comme Manira Kiza, député de l'Assemblée nationale, vous avez été aussi ministre burundais de l'énergie et des mines pendant un bon nombre d'années, 10 ans, 12 ans, je ne sais pas. Bonjour et bienvenue. Bonjour, merci de m'avoir invité. C'est 10 ans, c'est combien? C'est 8 ans, 6 mois. Que vous avez été ministre de l'énergie et des mines. Oui. Merci. Honorable Pamphile Marayika, également député de l'Assemblée nationale, un des responsables du parti CNL. Bonjour et bienvenue. Bonjour et merci de m'avoir invité. Et je profite de l'occasion pour saluer ceux qui sont en train de nous écouter et ceux avec qui nous sommes ensemble sur le plateau. Et puis nous sommes avec vous, Faustin Ndikumana, consultant indépendant, économiste. Vous êtes aussi un activiste des droits de la personne humaine. Bonjour et bienvenue. Bonjour, merci de nous avoir invités. La mise en onde est assurée par Eli Kadogo, mise d'image de Renaud Nyongheza et Dorine Ouimana. Jérôme Nyonzima est à la réalisation et au micro vous retrouvez Léonce Vitalio. Encore une fois, bonjour et bienvenue à cette émission. Et permettez que j'adresse ma première question à vous-même, Faustin Ndikumana, économiste, défenseur des droits humains. Qui dit redevabilité des élus envers les électeurs, et précisément envers les électeurs au niveau national, dit quoi? Redevabilité des élus envers les électeurs au niveau national. Et vous savez qu'à chaque début de législature, il y a élection des institutions. Et même avant, il y a campagne électorale. Il y a campagne électorale. C'est là où se font des promesses. Il y a campagne électorale. Ce sont des partis politiques qui présentent leur programme. Et les partis politiques sont représentés par des candidats à plusieurs échelons. En l'occurrence, au plus haut sommet, le président de la République, qui va incarner le gouvernement. Il y a les délits. C'est-à-dire les représentants du peuple, les sénateurs, les députés, et tout ce corps alors constitue la majorité et des structures institutionnelles qui doivent mettre en application un programme qui est élu, qui est mis en avant par les électeurs, mais aussi en tenant compte de la différenciation des différentes missions. Parce qu'au niveau du gouvernement, c'est la mise en application du programme. Au niveau des députés, des sénateurs, c'est le contrôle de l'action gouvernementale, tout en essayant justement de veiller à ce que, à leur niveau, le programme, dans tous ses aspects politiques, économiques, gouvernance, soit mis en application. Cet axe de contrôle de l'action gouvernementale, les députés le font au nom des citoyens électeurs. Les députés, les sénateurs. Et les sénateurs le font au nom des électeurs. C'est-à-dire que l'action de mes camarades ici, Pamphile et M. Koman Lakiza, ils représentent le peuple, nous, les électeurs, pour voir si le programme gouvernemental, le programme qui a été mis en avant lors des campagnes électorales et par leurs partis politiques respectifs est en train d'être mis en application. Alors, à ce niveau, je me dis qu'on va évaluer justement comment à ce niveau, ils remplissent leur rôle par rapport justement à l'action du gouvernement aujourd'hui pour voir si réellement les promesses tenues au moment de la campagne sont tenues. Et aussi sont des évaluateurs, somme toute, du gouvernement. Les évaluateurs. Est-ce que les citoyens ne peuvent pas évaluer?
Les citoyens évaluent à leur niveau, mais au niveau légal, l'institution du Parlement a un sens parce qu'en suivant l'action gouvernementale, il est aussi à mesure de dire que les promesses de campagne sont en train d'être tenues vis-à-vis et par rapport aux engagements faits. Et si, en tant que spécialiste, expert, si vous vous mettez à évaluer vous-même par rapport à ce contrôle et justement de l'action gouvernementale par ses élus au niveau national, quel serait votre constat par rapport à la mise en application de ces promesses tenues par les élus? Moi, ici, je considère que je fais mon analyse par rapport aux promesses tenues pendant la campagne électorale. La campagne électorale, le gouvernement, il y a un président de la République. Moi, je vais faire mon analyse comme citoyen, peut-être un peu avisé avec mon expertise, pour voir si par rapport aux défis qui étaient tout juste à la veille des élections, notamment il y a la sécurité, les droits de l'homme, la justice, la gouvernance, la corruption, la pauvreté, le chômage, les questions des réfugiés. C'est beaucoup. Pour voir si, voir même le dossier Covid, à la veille des élections, c'était déjà un défi. Voir si, après 6 mois, qu'est-ce qui a été fait pour relever ces défis. Normalement, c'est ça le centre du débat. Il y a des défis qui étaient là à la veille des élections. Ça fait déjà 6 mois. Est-ce que c'est un bon début ou... Bon, même 100 jours, on évalue. Vous savez que la première évaluation a été 100 jours. 6 mois, c'est déjà une période pour au moins juger les intentions, les orientations, l'engagement dans le gouvernement. Et parce que, je dois dire, les parlementaires ici, quelque part, ils sont au nom aussi du nom des citoyens. Ils peuvent même, dans leur mission, ils peuvent même blâmer le gouvernement. C'est-à-dire que eux aussi, dans leur mission, ils sont considérés comme des évaluateurs par rapport à leur action de contrôle de l'action gouvernementale. Mais un peu de mots, quelles seraient selon vous les grandes préoccupations qui hantent la population burundaise? À quoi essentiellement les électeurs pourraient s'attendre de la part de ces élus? Bon, moi je viens dégrainer les défis qui hantent aujourd'hui le pays, la population. J'ai parlé des questions liées à la sécurité, les droits de l'homme. Il y a des questions liées à la justice. Il y a des questions liées à la gouvernance et la lutte contre la corruption. Il y a des questions liées à la pauvreté, au chômage. Il y a des dossiers liés aux réfugiés. Et ce défi d'actualité qui est le Covid-19, qui hante le monde. Tout cela, il faut alors voir peut-être pendant l'émission comment les débits et les avancées aujourd'hui par rapport au relèvement de ces défis, j'imagine. Là, on va y arriver. Permettez que je passe le micro à Honorable Komemani Lakiza. Vous avez été ministre, actuellement député de l'Assemblée nationale. Vous êtes du parti CNDD-FDD, le parti au pouvoir, le plus redevable, ayant gagné les élections de 2020. Qu'est-ce que vous avez promis au peuple électeur en tant qu'individu et en tant que parti CNDD-FDD majoritaire au Parlement? Où en êtes-vous avec les réalisations un peu plus de 6 mois après les élections? Oui, merci beaucoup pour cette question. Oui, je suis député aujourd'hui au niveau de l'Assemblée nationale. Vous venez de poser la question de savoir d'abord ce que j'aurais promis à la population. Bon, c'est pas j'aurais, j'ai promis. Vous vous faites élire au niveau provincial, mais vous êtes un élu au niveau national. Oui. Avant que je ne dise, peut-être parce que je n'ai rien promis à la population qui ne fait pas partie de ce que le parti CNDD-FDD a promis à la population. Donc, pour vous dire que, en tant que membre de l'Assemblée nationale aujourd'hui, je suis inclus, du moins, dans les différentes promesses que le parti CNDD-FDD a faites au niveau de la population. Alors, nous avons, au niveau de la campagne, nous avons présenté un programme politique du parti CNDD-FDD qui était axé sur certains points, dont notamment la sécurité d'abord, la justice, la bonne gouvernance citoyenne et démocratique.
le social, là où on voudrait parler de la santé publique, de la protection sociale de la population, la pauvreté aussi, l'éducation, la création de l'emploi, oui. Il faut préciser, le logement décent, environnement, tout cela, le sport culture, tout cela se trouve dans l'axe en rapport avec le social. Et nous avons aussi le 5e point qui était en rapport avec l'économie, là où on parle de l'agriculture, de l'élevage, les mines et l'énergie, le commerce, tourisme et industrie, et le transport des personnes et des biens. Enfin, il y a le 6e point qui est en rapport avec les relations extérieures et la coopération internationale. Voilà les 6 points qui composent le programme politique du parti CNDD-FDD, lequel programme a été mis en avant lors de la campagne électorale de la fois dernière. À partir de là, vous comprenez très bien que, en tant qu'individu, parmi ces différents axes, ces différents points, oui. Il y a ce que nous avons justement promis à la population dans l'entité, oui. Dans ma circonscription, qui est la province de Bubanza. D'accord. Voilà. Et où est-ce que vous en êtes avec les réalisations? Tout à l'heure, Faustin Nikoumana disait que même une période de 100 jours, on peut l'évaluer et on est déjà à un peu plus de 6 mois. Moi, je vous dirais que si nous essayons de faire une petite évaluation, on voit clairement quand même que les 6 mois que nous venons de passer ont des résultats vraiment très bons, si j'ose le dire, parce que à tous les points de niveau, vous savez très bien que si je commence par la sécurité, par exemple, vous voyez très bien que au niveau national, la sécurité est bonne. Et vous savez très bien que c'est la base elle-même pour que toute autre chose puisse être faite. Donc, au niveau sécurité, tout le monde voit clairement qu'on peut circuler sur tout le territoire national, le jour comme la nuit, sans pouvoir avoir de peur de ceci ou de cela. Donc, à ce point-là, on voit très bien que l'évaluation est bonne. Vous dites que les résultats sont bons. Sont satisfaisants. Satisfaisants, oui. Mais il y en a qui pourraient dire que c'est peut-être satisfaisant au niveau de votre circonscription qu'est la province de Bubanza. Sinon, est-ce que c'est tout le pays? C'est tout le pays. Bon, évidemment, vous savez très bien que des petites perturbations ne manquent pas. Il peut y avoir l'une ou l'autre perturbation qui aurait eu lieu, mais instantanément. Vous comprenez très bien que cela ne pourrait pas, évidemment, faire en sorte qu'on dise qu'il n'y a pas de sécurité. Donc, à ces points-là, toujours, il y a eu des solutions. Le CNDD-FDD, c'est le parti au pouvoir. Et il y a une deuxième force politique, c'est le parti CNL, Congrès national pour la liberté. Vous en êtes membre, un des membres influents, honorable Pamphile Maraïka. Vous êtes également redevable envers les citoyens. À quel niveau êtes-vous redevable et vous seriez à quelle échelle par rapport aux réalisations, un peu plus de 6 mois après? Merci de m'accorder la parole. D'abord, je suis membre du parti CNL, je suis membre du bureau politique de ce parti. Alors, concernant les projets de société que nous avions promis à la population, il est vrai que ce n'est pas notre projet de société qui est en train d'être exécuté, mais quand même, il y avait beaucoup de promesses qu'on avait promis à la population. Je commencerai par la bonne gouvernance. La bonne gouvernance, il fallait réconcilier le pays et rapatrier les réfugiés. Il fallait appeler les investisseurs dans notre pays. Il fallait aussi lutter contre la corruption. Ça, c'est le sommaire. Au niveau de la diplomatie, il fallait redynamiser la coopération avec l'Union européenne, la FMI, le PNUD, la Banque mondiale, etc. Et au niveau de l'économie, il fallait chercher comment augmenter les devises et
surtout reconstruire le marché central de Bujumbura, qui vient de passer plusieurs années sans être reconstruite. Et au niveau de la sécurité, on prenait pour la sécurité pour tous. Parce que dans notre pays, vous savez qu'il y a beaucoup de gens, surtout nos membres, qui sont persécutés ici par là, et qui sont emprisonnés, et beaucoup de choses. Et là, nous prenions vraiment la sécurité pour tous. Et au niveau de l'énergie et mines, je commence par les minéraux, qui était dirigé par l'honorable Combe quand il était ministre. Là, nous encourageons qu'il y ait vraiment des industries de transformation sur place. Parce que la grande bénéfice va du côté des multinationales au lieu que ça soit bénéfique pour notre pays. Et il fallait aussi améliorer les moyens d'extraction pour avoir une bonne production et surtout la transparence dans ce secteur minier. Parce que vraiment, il y a beaucoup d'opacité dans ce secteur qu'il faut coûte que coûte enlever. Et au niveau de l'énergie, il fallait augmenter l'électrification rurale avec des panneaux solaires. Et il fallait aussi augmenter les barrages pour avoir une grande quantité d'énergie. Au niveau de l'éducation, il fallait augmenter ce qu'on appelle en Kirundi akanovera dans l'éducation. Il fallait aussi la qualité de l'éducation. Il faut aussi bien réformer l'université du Burundi pour que elle puisse faire sortir vraiment des gens suffisamment outillés avec un grand bagage, etc. Il fallait aussi améliorer les conditions d'hébergement dans l'université du Burundi. Je l'ai dit la fois passée aussi, c'est ridicule de trouver que jusqu'à ce moment, on trouve des enfants à l'école primaire qui étudient étant assis par terre. Vraiment, c'est à bannir. Et au niveau de la santé aussi, il fallait encourager la bonne santé de la population en construisant des hôpitaux et aussi peut-être construire des dispensaires à proximité de la population sur toutes les collines. Et au niveau des travailleurs de l'État, il fallait augmenter les salaires. Au niveau de l'élevage, augmenter les salaires, mais il y a aussi création de l'emploi. Il y a un chômage. Oui, au niveau de la création de l'emploi, il fallait soutenir le secteur privé pour aider à la création d'emplois et aussi développer l'enseignement des métiers. Oui. Et au niveau de la justice, il fallait libérer les prisonniers politiques et aussi réformer la justice. Vous allez dire que les prisonniers politiques, ce sont des membres du parti CNL? Bon, tous les prisonniers politiques, parce qu'il y a aussi d'autres partis. Mais l'accent particulier est sur nos membres parce qu'ils sont trop nombreux dans les prisons du Burundi. Et le transport, il fallait construire les routes parce que l'État est critique. On a des nids de poules, il y a des nids d'éléphants dans les routes. Vraiment, c'était inconcevable. Alors, donc, il fallait améliorer l'état des routes, construire de nouvelles routes, les ponts, les pistes rares, etc. Donc, il y avait vraiment beaucoup de choses à faire. Et même avec les 100 jours, on aurait déjà vu les résultats palpables, mais malheureusement, ce n'est pas notre programme qui est en train d'être exécuté. Qu'est-ce que vous feriez de mieux envers les citoyens si c'était le parti CNL qui était aux commandes? Bon, je disais... Et que le CNDD-FDD ne fait pas aujourd'hui. Bon, tout ce que je viens d'égrener, comme j'appelais dans quelques minutes, le parti CNDD qui est au pouvoir devrait le faire. Mais jusqu'à maintenant, je ne pensais pas qu'ils ont déjà fait grand-chose. Mais si c'était nous, même après 100 jours, il y avait vraiment un programme marathon de 100 jours, on est déjà vraiment abouti à des résultats palpables. Sûr? Oui, c'est sûr. Je confirme même. Et le parti CNL est représenté, honorable Malaika, le parti est représenté à quel niveau dans le Parlement et au sein du gouvernement? Au niveau du Parlement. Bon, vous savez qu'on a eu des parlementaires suivant les chiffres donnés par la CENI. La CENI, nous n'avons pas cessé de crier qu'on aurait dû avoir beaucoup, mais dans tous les cas, nous avons environ 32 parlementaires, députés au niveau de l'Assemblée nationale, et nous avons un sénateur au niveau du Sénat. Donc 32 députés, un sénateur. Oui, nous sommes presque représentés à
presque 25% au niveau de l'Assemblée nationale. Et au niveau du gouvernement, vous le savez très bien que nous n'avons pas de membres du gouvernement. Soit disant que c'est la Constitution qui dit que le parti qui a gagné les élections doit tout accaparer, alors que c'est une exclusion notoire. Il fallait quand même associer tout le monde, et surtout la deuxième force du pays qui est le CNR devrait au moins avoir 5 ou 6 ministres comparativement à ces résultats qu'on a eus qui sont proches de 25%. Honorable comme Emmanuel Akiza, le parti CNDD-FDD, c'est le seul qui se trouve au gouvernement. Il n'y a pas de membres du parti CNL. La deuxième force est politique au niveau national. Moi, je pense bien d'abord, avant que je n'y aille, je voudrais préciser que j'ai bien suivi le programme politique, son intervention. Tout ce qu'il a raconté se trouve dans notre programme politique aussi. Oui. Donc, pour vous dire que ce soit le CNDD-FDD, que ce soit le CNL, attendez d'abord, que ce soit le CNL, on présentait un programme politique pour le bien de la population burundaise. Oui. Il faut comprendre très bien que c'est normal que nous puissions concevoir, mettre en avant les points stratégiques qui sont à l'heure pour la population. Donc, parler de la sécurité, développement, je ne sais pas quoi, et que nous ayons les mêmes points avec justement des différences, ça c'est normal, parce que il peut y avoir des spécificités par rapport à l'autre, mais en gros, que ce soit le CNR, que ce soit le CNDD-FDD, on cherchait le bien pour la population burundaise. Vous comprenez très bien qu'il a développé. Moi, j'ai parlé des axes au niveau des sujets que je n'ai pas pu développer. Peut-être j'aurai l'occasion. Sinon, après la mise en place des institutions, c'est normal. Au niveau du gouvernement, jusqu'à aujourd'hui, je pense bien que le CNL n'est pas représenté, mais il y a d'autres forces. Il y a d'autres forces qui sont du moins au sein du gouvernement. Et le gouvernement actuel, on a suivi ce que dit la Constitution de la République du Burundi. Donc, pour vous dire que le CNL, si aujourd'hui il ne fait pas partie du gouvernement, ce n'est pas dire que demain, il ne pourrait pas l'être. Donc, on a mis en place un gouvernement. La Constitution est claire. Comment on met en place le gouvernement. Donc, selon moi, je pense bien que nous sommes en train de mettre en exécution le programme politique du CNDD-FDD, tout en n'ignorant pas que peut-être, on ne sait jamais, on continue à travailler ensemble. On ne peut pas dire que le CNDD-FDD ne pourra pas, peut-être d'un moment à l'autre, faire inclure au sein du gouvernement un membre du CNL. Un instant, lorsqu'on dit que le président de la République, il est Sebarundi en Kirundi, normalement, il devrait faire participer tout le monde. Il devrait mettre presque les mêmes considérations au niveau des partis politiques. Il y a 15 ministères, si j'en prends de ma trompe. Il y a 15 ministères. Vous estimez que au niveau des 15 ministères, vous devriez avoir combien? Bon, plus ou moins 4 ou 5. Et nous sommes capables. Et nos membres sont capables d'être vraiment des ministres. Et vous savez que même si le mandat passé, on avait presque 5 ministres. Ils se sont bien comportés. Ils ont même eu mention grande distinction. C'est de ma part. Honorable Emmanuel Akiza, il y a le Pamphile Malaika qui dénonce l'opacité dans le secteur minier. Un secteur que vous maîtrisez. Qu'est-ce que vous en dites? En fait, moi je pense bien que bon nombre de gens parlaient de la non-transparence dans la gestion des minerais, ainsi de suite. Et extraction. Alors, chaque fois, quand moi j'étais encore responsable, ce que je demandais, chaque fois, je demandais à ce que ceux qui racontent qu'il n'y a pas de transparence dans le secteur, qu'ils puissent d'abord s'adresser au niveau du ministère, parce que c'est le ministère qui gère. Alors, on comprenait mal des gens qui parlent du ministère sans toutefois arriver au ministère et demander clairement
Alors, on était là pour pouvoir... Il dénonçait de loin. À partir des radios, on entendait des gens qui discutent comme des émissions comme celle-ci. Et on se posait la question, pourquoi on va au niveau des médias sans toutefois s'approcher du ministre pour demander quoi que ce soit? Parce que tous les documents... Vous étiez toujours disponibles. Vraiment, on était à la disposition de tout le monde. Mais je ne sais pas si c'était la politique aussi. Hein. On ne sait jamais. Et mot à placer, Faustin Ndikoumana, expert. Et quand on parle de cette opacité, de ce, ou en résumé, par rapport à ce que viennent de dire les deux honorables ici, Pamphile et comme Mandela Kiza, à propos de ces problématiques d'éducation, et sécurité, énergie et mines, et santé, emploi, etc. Bon, qu'est-ce que moi je peux dire? J'ai écouté le représentant du parti au pouvoir CNDD-FDD, j'ai écouté le représentant du parti CNL, j'ai suivi les campagnes électorales. Le commentaire général que je peux faire, c'est que dans nos systèmes de partis politiques et dans la façon dont ils élaborent les projets de société, les programmes politiques, ils se limitent beaucoup plus à annoncer des réalisations, sans toutefois prouver la trajectoire et le plan pour y arriver. Je vois quelque part, il y a... c'est facile de dire, je vais construire des routes, je vais faire ceci, ça, je vais lutter contre la pauvreté, je vais lutter contre le chômage. Mais il y a tout un plan, des opérations, des réformes auxquelles on s'engage, très concrètes, pour prouver vraiment qu'on est engagé dans cette trajectoire. Sinon, dire je vais construire les routes, je vais construire les écoles, je vais lutter contre le chômage, je vais lutter contre la corruption, c'est facile à dire. Mais comment y arriver? Si on dit je vais lutter contre la corruption, quelles sont les réformes que tu proposes? Quelles sont les actions concrètes que tu proposes, auxquelles tu t'engages à faire une fois arrivé au pouvoir? On ne peut pas annoncer seulement je vais lutter, je vais construire. Il faut avoir un plan, une trajectoire et opérationnel. Vous voyez, même dans ces pays développés qui sont avancés. Est-ce que vous estimez qu'il n'y a pas de ces plans? J'ai dit trajectoire. Oui, c'est ce qu'ils ne nous annoncent pas. Oui. Dit, je vais lutter contre la corruption. Quel est le plan détaillé avec les réformes concrètes auxquelles tu t'engages une fois que vous arrivez, tu es au pouvoir pour lutter contre la corruption? Parce qu'on vous évalue à partir de ces éléments, de ces réformes auxquelles tu t'engages à mettre en application pour prouver vraiment que tu es en train de lutter contre la corruption. Et si c'est la lutte contre la pauvreté, il faut t'engager à un plan de relance. Quel est votre plan de relance économique qui a des éléments concrets? Vous savez, même maintenant, vous entendez dans les pays développés avancés, et vous entendez un plan de relance économique de 1000 milliards de dollars dans tel ou tel autre pays. Donc, il faut avoir un plan opérationnel pour prouver qu'on est dans une trajectoire quelconque. Mais si j'analyse les 6 mois après les élections, bon, il y a des défis, je les ai égreinés tout à l'heure. Le parti, il y a eu des élections. La première chose qu'on peut peut-être qui peut être intéressante, c'est que nous avons des institutions élues qui doivent être au travail pour justement mettre en application ce programme politique. Donc, en détail, ça c'est une chose. Mais je dois dire qu'aujourd'hui, et avec le début du nouveau gouvernement au mois de juin, d'abord, il y a une annonce, vraiment, c'est quelque chose de très positif, une annonce de bons slogans. De bons slogans. Bons slogans, c'est-à-dire? Des bons slogans, nous a parlé les temps vieillis, un gouvernement responsable, les temps aussi, un gouvernement qui se veut travailler. Oui. Twese hamwe turashoboye, rassembler ensemble nous pouvons, umufuko wose utegeza kuzoronka amafaranga, umunwa wose uronka ico fungura, muri plutôt dans la lutte contre le Covid, on a parlé de ndakira sinandura kandi sinanduza. Donc les annonces des slogans sont là. Maintenant alors que chaque bouche aura à manger, chaque poche doit avoir de l'argent. Ça, ce sont des bons slogans.
qui doivent être alors sous-tendus par un plan opérationnel gouvernemental avec des actions concrètes qui se suivent pour évaluer régulièrement. J'ai vu qu'aussi il y a eu un peu de retard dans la mise sur le pied des structures administratives, la nomination de certains cadres ici et là dans les ministères pour se conformer à la nouvelle structure gouvernementale. Vous savez, on avait plus de 20 ministères, on les a réduits jusqu'à 15. Le temps de s'adapter à une telle structure, la nouvelle structure de direction, comment les combiner, faire ceci, cela, nommer les nouveaux cadres. Vous savez que le gouvernement reste l'armature, donc ça va prendre le pilier ça va prendre du temps. Et ça a pris du temps. Maintenant, on voit que l'adaptation à cette nouvelle structure aussi a pris du temps, ce qui fait que s'attaquer directement au programme politique et peut avoir enregistré un retard. Mais, de par les slogans déjà annoncés, nous attendons justement des plans concrets. Peut-être, je me dis qu'avec ce début du mois 2021, les choses vont s'accélérer parce que les bonnes annonces sont là. Mais si quand même on peut parler de quelques réalisations qu'on peut parler. On a vu que, par exemple, si on passe sur le Covid-19, il y a un changement avec le nouveau gouvernement parce qu'il y a eu des bidos d'aveu de l'existence de l'épidémie, le dépistage systématique, la maladie Covid n'était plus tabou, même si des réformes, plutôt des mesures très très fortes n'étaient pas encore prises. Et la sécurité, au niveau de la sécurité, il y a eu une amélioration justement au niveau de la sécurité. On a vu ça. Justement, de manière générale, est-ce que vous avez des espoirs ou des craintes par rapport aux réalisations? Pardon? Vous avez des espoirs ou des craintes par rapport aux réalisations? Quand c'est un nouveau gouvernement, il a toujours le bénéfice du doute. On ne peut pas dire qu'on a des espoirs alors que la période de 6 mois n'est pas une période longue pour voir les premières actions concrètes. Mais comme je dis, il y a de bonnes intentions au niveau des slogans, au niveau des annonces. Il faut maintenant que le gouvernement crée cette dynamique et peut-être de montrer la trajectoire pour fédérer les énergies de tout le monde afin de s'orienter vers la concrétisation de ces programmes qui sont au niveau de la lutte contre la pauvreté, la lutte contre la corruption. Par exemple, au niveau de la lutte contre la pauvreté, non, plutôt de la lutte contre le chômage, on a vu une volonté de faire un recensement des jeunes, par exemple, des jeunes. Maintenant, on attend, après le recensement, en quoi vraiment on va aboutir avec ce recensement. C'est toujours au niveau des annonces. Permettez que je aussi, retourne. Si je parle de la lutte contre la corruption, c'est-à-dire, on veut lutter contre la corruption, mais il n'y a pas de plan stratégique encore. Permettez que je retourne, que je passe de nouveau le micro à l'honorable Emmanuel Akiza du parti CNDD-FDD. Est-ce que vous avez ces plans stratégiques dont parlait Faustin Ndikoumana, des plans stratégiques, des trajectoires pour aboutir à ces réalisations? Oui, merci. Je remercie Faustin d'après ce qu'il vient de dire d'abord. Ce que je voudrais dire, c'est que il y a un nouveau gouvernement. Oui. Vous savez très bien que avant de démarrer toute chose, il y a d'abord une période de préparation. Moi, je vous dirais que même en chantier, quand vous gagnez un marché, il y a une période de préparation, de mise en place des baraques, des approvisionnements, ainsi de suite. Alors, il y a le nouveau gouvernement qui commence. Il a bien dit, l'ancien gouvernement était composé de 21 membres. L'actuel est composé de 15. Donc, vous comprenez très bien qu'il y a eu des compressions au niveau de certains domaines du pays. Les 6 ministères ne sont pas abandonnés, donc ils sont inclus, donc on a essayé de comprimer pour qu'on puisse former un gouvernement uniquement de 15 membres. Alors, avant même que le gouvernement ne puisse correctement fonctionner, il faut d'abord des textes. Donc, il y a eu la préparation des décrets qui réorganisent chaque ministère pour montrer les différentes missions assignées, sa composition, ainsi de suite. Après,
vous savez très bien que d'après les différentes promesses que le parti a faites à la population, il y a pas mal de promesses qui demandent le changement, la révision de certaines lois même, ce que nous sommes en train de faire d'ailleurs au niveau de l'Assemblée nationale. Si Malaika le sait très bien. Je donne un exemple. Aujourd'hui, par exemple, nous avons au niveau de l'Assemblée nationale, depuis le début de la législature, je pense bien qu'au niveau de l'Assemblée nationale, nous avons déjà 19 projets de loi que nous avons déjà étudiés. Donc, parmi ces projets de loi, nous avons par exemple le projet de loi portant organisation générale de l'administration publique. Vous comprenez très bien que pour que le gouvernement puisse mettre en place même certains cadres, il fallait justement qu'il y ait cette loi qui organise l'administration publique. Nous avons un projet de loi qui aujourd'hui d'ailleurs serait déjà une loi portant réorganisation de l'enseignement supérieur. Tout cela, c'était juste pour que nous puissions, au niveau du gouvernement, on puisse justement faire un changement au niveau de l'éducation. Au niveau, par exemple, de cette loi, nous attendons un décret d'ailleurs, qui va mettre en place un cadre national de qualification et de certification. Vous comprenez très bien que ça, c'est une innovation qui n'existait pas. Donc, nous avons autre chose. Nous avons, par exemple, dernièrement, au niveau de l'économie, quand on parle de l'agriculture et de l'élevage, par exemple, nous avons un projet de loi portant modification de la loi organique portant organisation et fonctionnement, c'est la loi portant gestion et règlement des produits vétérinaires. Nous avons le projet de loi portant gestion des pesticides au Burundi. Tout cela, c'est juste pour qu'on puisse se lancer sur l'augmentation de la production au niveau intérieur. Honorable, il y a des opinions qui disaient ces derniers temps que rares sont des projets de loi qui sont proposés par les parlementaires, le Sénat, et l'Assemblée nationale et le Sénat, et que c'est plutôt le gouvernement qui propose ces projets de loi. Ça, c'est normal. C'est normal parce qu'au niveau du gouvernement, donc, il y a le gouvernement qui doit mettre en place certains programmes. Alors, s'il faut mettre en place un programme, vous devez voir, avant de mettre en place ce programme, qu'est-ce qu'il vous faut. Donc, on voit très bien que, nécessairement, on a besoin de réviser ou de modifier ou de mettre en place une nouvelle loi qui permettra au gouvernement de mettre en exécution ce que le gouvernement a promis. Alors, au niveau du gouvernement, il y a tout un dispositif qui permet justement l'élaboration de ces lois. Au niveau de l'Assemblée nationale, moi je suis là, on essaie de voir, même si on essaie d'initier un projet de loi. Est-ce que les parlementaires, justement, est-ce qu'ils ne devraient pas, eux, proposer des projets de loi, du moins parce que ce sont eux qui sont censés être toujours ou presque à côté de la population? De toutes les manières, il n'y a pas de problème. Que cette loi vienne du gouvernement ou qu'elle soit proposée par l'Assemblée nationale, ce qui est nécessaire, c'est d'abord le temps que prend le Parlement sur ce projet de loi. C'est pourquoi d'ailleurs le gouvernement il l'envoie au Parlement comme projet. Oui. Et il revient encore au Parlement de l'analyser en profondeur, modifier tout ce qu'il faut pour pouvoir finalement envoyer au président, son excellence le président de la République pour promulgation un projet de loi qui reflète les différentes sensibilités de la population. Parce que nous sommes des représentants du peuple. Une petite question avant que je passe le micro à l'honorable Pamphile et Malaika. Quand on parlait de budget d'austérité, et cela, ça fait un certain nombre d'années que le budget de l'État est dit d'austérité. Estimez-vous que cette austérité est observée au même niveau chez les élus que chez les électeurs? Au niveau du budget d'austérité,
Aussi je repose encore une fois la question. Il y a beaucoup d'impôts qu'on perçoit de la part de la population. Il y a des moments où la population se lamente et comme quoi les impôts, ça devient très nombreux. Bon, moi, je pense bien que il n'y a pas d'impôt, normalement, et qui ne fait pas partie de la réglementation en vigueur. Donc, il y a des textes auxquels on se réfère pour pouvoir imposer quoi que ce soit. Au niveau, alors, des partis, nous voyons très bien qu'aujourd'hui, les redevables donnent l'impôt, c'est normal, et c'est cet impôt qui fait que nous puissions avoir des moyens pour pouvoir travailler. Donc, vous voyez ce que nous avons aujourd'hui avec l'Office burundais des recettes. Tout ce que nous devons faire, par contre, c'est de pouvoir voir comment augmenter les investisseurs, augmenter les redevables, si je puisse ainsi dire, afin que justement l'assiette fiscale puisse augmenter. Est-ce que vous avez un mot à placer là-dessus, honorable Malaika Pamphile? Merci encore. Je voudrais d'abord un tout petit peu réagir sur ce que l'honorable Kome a dit ici, au niveau des minéraux. Juste un mot. Bon, il a parlé. Il a dit que ça pourrait peut-être faire objet d'une autre émission parce que c'est vraiment très intéressant. Oui, il a parlé. Il a dit qu'il a entendu souvent déjà parler à la radio dans de telles émissions, parler sur la transparence dans le secteur minier. Mais vraiment, c'est très important. Il faut qu'il y ait la transparence. Et je pense que lui, il a la réponse. Pourquoi ce secteur ne contribue pas énormément à la croissance économique de notre pays. Est-ce que ça ne contribue pas? À ce que nous constatons, moi, je n'ai pas de réponse. Et aussi, il a une réponse de savoir pourquoi notre pays n'a pas encore adhéré à ce qu'on a au standard de l'ITIE. C'est ça l'initiative pour la transparence dans l'industrie extractive. C'est là où on devrait vraiment avoir la transparence dans ce secteur. Mais jusqu'à maintenant, notre pays n'a pas encore adhéré à ce standard. On a signé uniquement l'intention d'adhésion. C'est ça l'étape qu'on peut chanter, qu'on a déjà réalisée. C'est l'intention uniquement d'adhérer. Alors, on ne comprend pas pourquoi on n'a pas encore adhéré à ce standard. Alors, à propos des stratégies que... Et si le Burundi adhérait, l'avantage, c'était quoi? Ce serait quoi? On aurait vraiment la transparence dans ce secteur. Parce qu'il y a toute une liste de conditions, de précautions qui pourraient vraiment faciliter la transparence dans ce secteur. C'est la seule transparence qui pourra vraiment aider ce secteur à la contribution à l'évolution de la croissance économique pour notre pays. En concernant les stratégies que notre ami Faustin parlait, bon, une fois dans l'histoire, l'opposition peut parler en même langage avec le parti au pouvoir. Moi, je salue vraiment le travail déjà accompli par le Premier ministre quand il a déjà présenté le plan d'action annuel du gouvernement. Toutes les stratégies se trouvent dans son plan. Vraiment, c'est un bon plan qui est bien présenté avec, d'un côté, les actions quantifiables, faciles vraiment à évaluer, soit à mi-parcours ou bien à la fin de l'année. Et de l'autre partie, il y a les crédits, l'argent qui est alloué à ces actions. Et c'est tiré exactement du budget que nous avons voté au mois de juin. Alors, avec les crédits et les actions, ça sera vraiment facile d'évaluer à la fin de l'année budgétaire. Et ici aussi, si on prend même à la volée quelques points, par exemple, le central hydraulique de Kabou 16, au niveau du plan d'action annuel, les frais alloués, c'est 4 milliards. Et même au niveau du budget général, c'est le même montant qui est prévu. Au niveau de la finalisation des études de faisabilité pour le projet d'aménagement de la construction des chemins de fer Uvinza Musongati-Gitega, le PAA, donc le projet d'action annuel et le budget général de l'État, tous ont prévu un montant d'1 milliard, 143 millions, etc. etc. Donc, ça coïncide exactement. Donc, pour dire que, je ne réponds pas exactement à la question qu'il a posée, mais les stratégies se trouvent vraiment dans son plan.
seulement avec le budget d'austérité. Le budget d'austérité qu'on a, avec les charges, le budget qui est de 1576 milliards, ça c'est un budget qui est pour une province dans certains pays. Donc nous avons un petit budget. Il faut quand même qu'on améliore. Le plan d'action annuel, le plan d'action annuel, il est tiré du plan national du développement. Et le même plan national du développement prévoit un PIB à 2 chiffres en 2027, mais avec ces projets d'austérité, ces budgets d'austérité, on ne pourra même pas, atteindre même 7%. Merci. Budget d'austérité, est-ce que vous avez à dire là-dessus, Faustin Ndikoumana? Bon, permettez-moi de prendre un peu de temps pour expliquer ça. D'abord, quand on parle de budget d'austérité... Vous êtes économiste. Et qu'est-ce qui manque en fait? C'est manque ce qu'on appelle un plan de relance. Ça veut dire un budget de relance économique. Quand vous parlez de budget d'austérité, ça veut dire que c'est un budget qui se limite maintes fois aux charges de fonctionnement. Donc, on gère le fonctionnement, on ne se lance pas aux grands travaux d'investissement. Donc, alors aujourd'hui, avoir la situation où on en est aujourd'hui, j'ai parlé, les institutions ont été élues, stables, reconnues au niveau national et international, on parlait des stratégies. Maintenant, il faut un plan de relance économique et prioriser justement la lutte contre la pauvreté et la relance économique. Parce que si on analyse la situation actuelle, et en présence du représentant du parti au pouvoir ici, je peux gagner quelques défis qui nécessitent vraiment une concentration par rapport à cette relance économique. Quand on analyse le taux de croissance aujourd'hui, nous avons un taux de croissance encore faible qui est 1%, 1,5%, des fois inférieur au taux de croissance de la population. Si on analyse les défis démographiques aujourd'hui, on tend à l'explosion. La population burundaise en 2030, 2040, elle tend à doubler selon les résultats récents de la FINUAP et de l'ISTEBU. Il parlait du PIB, puis c'est plutôt le taux de croissance à 2 chiffres au lieu du PIB. Le taux de croissance à 2 chiffres qui est assez faible. Cette faiblesse au niveau de la consommation, des ménages, du pouvoir d'achat, limite aussi la relance même des activités du secteur privé. Quand la demande est faible, il faut un plan de relance du pouvoir d'achat et de la consommation des ménages. Il y a l'inflation toujours rampante des produits de première nécessité, des produits alimentaires, agricoles. Il y a un endettement intérieur très élevé qui dépasse maintenant 2 000 milliards. Malgré les recettes de Robert, on assiste à un endettement élevé de plus de 2 000 milliards de dollars. La balance commerciale qui reste lourdement déficitaire. Vous savez, la question des devises reste toujours d'actualité. Nous avons une balance commerciale lourdement déficitaire. Le taux de couverture des importations par les exportations a chuté progressivement. Il est en dessous de 20%. Il y a un faible financement de l'investissement des infrastructures. Le Burundi a besoin d'un grand plan de construire des infrastructures. Vous savez, les routes, il y a ces barrages, il y a les infrastructures scolaires, l'équipement des hôpitaux, les bâtiments administratifs, l'investissement pour parer à ces problèmes de changement climatique. Il y a ce problème de chômage des jeunes, toujours rampant, avec un manque de diversification de l'économie qui fait qu'à milieu rural, même on assiste à un sous-emploi. Maintenant, un agriculteur en milieu rural, il est occupé pendant combien de temps au cours d'une année? Il peut cultiver 3 ou 4 mois, le reste de l'année, il fait quoi? Ce manque de diversification de l'économie, quelque part, en sous-emploi, vient même s'ajouter sur le chômage courant classique que nous parlons, et donc des jeunes. Encore une fois, les secteurs censés pour être comme secteur porteur de croissance, comme le secteur agricole, n'a pas encore abouti à remplir ses missions, notamment parvenir à quels sont justement ces secteurs, ces grands secteurs porteurs de croissance économique de Burundi? Il via le secteur agricole, mais il n'a pas encore rempli ses missions parce qu'il faut d'abord être capable de doter à chaque agriculteur un revenu suffisant, lui permettant de vivre décemment. Il faut aussi faire disponibiliser une production agricole suffisante pour parer à tous ces
dans cette situation de disette périodique, de sous-alimentation et des problèmes de malnutrition. Donc, il faut que l'agriculture puisse remplir ces deux missions. Lutter contre la pauvreté en disponibilisant un revenu décent aux agriculteurs, d'une part, et disponibiliser une production agricole suffisante, voire même exporter, parce que le secteur agricole aujourd'hui reste le secteur le plus important au niveau du PIB. C'est plus de 40%, c'est le premier. Et le secteur minier dont parlait tout à l'heure l'honorable Pamphile? C'est encore en dessous de 2%. Le tourisme, C'est grave. Le tourisme, c'est un secteur porteur de croissance. Mais maintenant, le tourisme au Burundi n'a pas encore fait ses preuves. Nous sommes les derniers au niveau de la sous-région, au niveau des visiteurs, au niveau des recettes, des devises dans le secteur touristique. Dans la sous-région, plusieurs pays dépassent les milliards de dollars. Mais nous sommes encore en dessous de 10 millions de dollars. Les chiffres sont là, ils viennent de sortir par une étude qui a été faite par IDEC, tout ça. Donc le secteur touristique n'est pas encore vraiment à la hauteur de la relance de notre économie. Le secteur minier. Pour le secteur minier, moi je rejoins au niveau des résultats. Là où moi je constate un problème, c'est que nous nous sommes lancés dans l'exploitation minière, n'est-ce pas? Sera comme résultat, il faut que le Burundi commence à avoir des devises suffisantes pour faire face à ses besoins en importation. Mais paradoxalement, on assiste à une diminution des réserves de change à la Banque centrale. C'est ça la contradiction chez nous. C'est un paradoxe. Donc, on se lance dans l'exploitation minière, mais au niveau des données de la Banque centrale, ce sont les réserves de change, les mois de réserves de change. Dans le temps, c'était 5, 4 mois, mais maintenant, on est à 1 mois à aller consulter les rapports de la Banque centrale. Donc, et aussi, on n'est pas encore parvenu au Burundi, je dirais, d'exploiter notre position qu'on a toujours dit de plaque tournante dans la sous-région. L'Est du Congo, il y a l'Ouest de la Tanzanie. Bujumbura n'est pas parvenu à se mettre comme une plaque tournante pour constituer vraiment, pour exploiter cette opportunité. Et pour tout ça, vous pourriez proposer des solutions, Faustin Ndikumana. Pardon? Vous pourriez proposer des solutions. Peut-être, je ne sais pas si je peux continuer directement, mais... Nous sommes en train d'évaluer 6 mois. Pardon? Nous sommes en train d'évaluer une période de 6 mois. Pardon? Je dis les défis. Donc, 6 mois, on a dit ce qu'il peut avoir à travers la situation, mais maintenant, je suis en train de dire les éléments sur lesquels notre représentant du parti au pouvoir, sur lequel il faut tabler pour élaborer ce plan d'ororance. En fait, il y a un plan d'ororance qui doit être conçu pour que justement ces problèmes aient une attention très, très, très pertinente. C'est cela où je voulais m'en arriver. Est-ce que vous avez bien compris ça, honorable Emmanuel Akiza? Sinon, on ne peut pas dire que du jour au lendemain, dans 6 mois, on peut avoir relevé tous ces défis, mais c'est son plan que je dis de relance pour que justement ces défis soient relevés progressivement. Ces défis, ça vous dit quelque chose, honorable? Bon, merci beaucoup. C'est un message que je lui donne en tant que représentant du parti. Oui, merci. Pour travailler. Merci beaucoup. Oui, avant que je n'aille peut-être en détail, je voudrais tout simplement donner une information simple à Honorable Pamphile. Le Burundi a adhéré à l'ITIE et un décret présidentiel existe. Donc, il n'a pas d'information. Donc, c'est pour vous dire que aujourd'hui, le ministre en charge des mines, il est même champion. Donc, il y a des étapes pour pouvoir finalement arriver au point final. Il la prend sur le tas. Il faut que tu l'apprennes. Malheureusement, on n'informe pas la population. C'est pourquoi j'ai demandé, chaque fois qu'il y avait des interrogations dans ce secteur, le seul qui pouvait donner tout ce qu'il faut, c'est le ministre. Donc, et le ministère, il est à la portée de tout le monde. Alors, c'était bizarre de pouvoir entendre et discuter à gauche, à droite, sans toutefois arriver là où se trouvent toutes les informations. Ça, c'était juste une précision. Alors, autre chose, le secteur minier, je reviens parce que je sais très bien que
mon prédécesseur vient d'en parler. Donc, le secteur minier au Burundi, il faut voir d'abord quand est-ce qu'on a commencé la promotion du secteur de mines au Burundi. Quand? Parce que il y a des textes, on cherche des investisseurs, ils viennent, on accorde certains permis. Bon nombre sont dans le cadre de la recherche, parce qu'on devait d'abord, la priorité était de savoir notre pays dispose de quoi. Avant de penser à savoir ce qu'on doit, où on doit arriver dans l'exploitation des minerais. On devait savoir d'abord au sein du pays quels sont les minerais qui sont disponibles, quelle quantité et à quelle profondeur les gisements se trouvent. Voilà, ça c'était la première phase qu'on devait d'abord faire. Et c'est ce qu'on a beaucoup, on s'est beaucoup investi pour que ce travail puisse se faire, mais malheureusement, c'est un travail continu. Alors, pour certains, on a commencé l'exploitation. Alors, pour commencer l'exploitation, il y a la mobilisation des moyens très énormes d'abord pour le faire, et pouvoir finalement commencer, on commence timidement. Et il fallait aussi savoir dans quelle période le Burundi était par rapport à l'opinion internationale. Pour vous dire combien, au niveau des devises, il y a tout l'ensemble qu'il faut pour que le pays puisse tourner. Tout cela, on doit en tenir compte. Alors, bon nombre de gens regardaient tout simplement le secteur minier, sans toutefois savoir d'abord les préparatifs, comment on avance. Donc, on y va progressivement. Voilà. Mais on avance. On avance. Aujourd'hui, on est en train de revoir, parce qu'on s'est rendu compte qu'il y a certaines imperfections au niveau de certains documents, au niveau des projets de loi, des lois, des décrets, qu'on est en train de voir comment changer pour pouvoir s'adapter justement à l'action qu'on voudrait mettre en exécution pour que le secteur puisse être beaucoup plus productif. Donc, à ce niveau, je pense bien que je ne ferai que dire à mes amis ici que le nouveau gouvernement, il y a un plan sur lequel on est en train de suivre pour que les différents secteurs puissent effectivement être rentables. Justement, nous sommes dans les dernières minutes de l'émission et des promesses que vous pouvez tenir par rapport justement à ce qu'avait proposé tout à l'heure M. Faustin Ndikoumana. Bon, moi je pense bien que... Il a proposé des pistes pour qu'il y ait relance économique. Oui, donc ça c'est la préoccupation du gouvernement. Donc c'est la préoccupation du gouvernement. Tout simplement, c'est que nous sommes en train de parler des travaux qui viennent d'être faits par le gouvernement pendant les 6 derniers mois. Oui. Pour vous dire que pour pouvoir y arriver, je vous ai directement dit qu'il y a le préalable. Ce sont des textes. C'est le plan, justement. Je ne sais pas si vous avez écouté ce qu'a dit son Excellence le Président de la République à la fin de l'année. Il a essayé de passer en revue certains secteurs et il a même donné un bilan de 6 mois. Et je pense bien que toutes ces interrogations que Faustin tentait de pouvoir parler ici, se trouvent dans le discours que le Président de la République a prononcé à la fin de l'année. Et on attend aujourd'hui les différentes séances que les ministres doivent tenir pour montrer, pour chaque ministère, les différentes réalisations qui ont eu lieu au niveau des différents ministères. Donc, si nous essayons de voir ce qu'on est tenté de préparer et ce que l'on a comme document, ce qu'on est tenté de faire sur le terrain, la mise en exécution du programme du parti CNDD-FDD et la mise en exécution du plan national de développement qui est déjà en cours, nous pensons très bien que M. Faustin, M. Honorable Pamphile, la fois prochaine, si on pourrait encore être ici, vous allez vous rendre compte que quand même le train est en marche. Ça vous tranquillise, Honorable Pamphile? Bon, ça ne me tranquillise pas parce que moi j'attends la date butoir, c'est-à-dire à la fin de l'année, du plan d'action, c'est-à-dire après le mois de juin.
c'est là où nous allons vraiment comparer les résultats dont ils auraient atteint parallèlement aux résultats qui se trouvent dans le plan d'action annuel du gouvernement. Même à mi-parcours, peut-être au mois de février, là on pourra faire une comparaison et nous allons vous dire que nous sommes satisfaits ou pas. En tout cas, des bases, il y en a. Bon, des bases, il y en a, effectivement, puisque le plan est là. Nous attendons les résultats. Et moi, placé. Tout à l'heure, je parlais des relances, des stratégies. Je voudrais faire clin d'œil à mon collègue ici, plutôt à mon camarade ici, Maïka Pamphile. Donc, quand on parle de plan, il faut d'abord songer ce qu'on appelle. Il y a des politiques qui orientent. Il y a les politiques qui orientent, il y a les stratégies qui sont multi-annuelles, il y a les plans d'action qui sont annuels. Donc, on voudrait avoir ces stratégies, ces politiques multi-annuelles pour voir la vision globale dans chaque secteur et puis s'engager alors dans ces plans opérationnels annuels. Pour moi, ce que je peux dire, même si on est en train de parler de quoi, il y a certains préalables et que je vois qui sont fondamentaux pour que même le programme que vise le gouvernement puisse être mis en application. Je m'adresse beaucoup plus aux représentants du parti au pouvoir qui est aux commandes. Il faut d'abord savoir que quand on est dans une période de relance économique, ça exige des réformes et un changement de comportement. Donc le gouvernement doit faire un effort pour briser ce que j'appelle les mentalités anti-réforme des Burundais. Mentalité anti-réforme, c'est-à-dire? C'est-à-dire les Burundais qui ne veulent pas changer pour s'engager dans de nouvelles voies. Si on fait des réformes, on fait lutter contre la corruption, on introduit des politiques nouvelles, mais il y a une résistance en caractère réfractaire au nouveau changement, aux nouvelles politiques. Donc il faut faire un effort. Et dans le temps, fait président, on nous a celui qui m'aimait dire Abigiri Numva. Cette parole, ça m'intéressait. Abigiri Numva. Kuba kurugutura. À travers un leadership transformationnel. Ceux qui font sourd-oreille. Et sourd-oreille. Donc on dit, nous voulons lutter contre la corruption, nous voulons faire ceci et cela. Il barricade suite à leurs intérêts personnels. Il faut un effort pour briser cette mentalité anti-réforme à travers un leadership transformationnel. Et surtout, ne pas se limiter au stade de la moralisation. Il faut commencer il faut que l'administration aille jusqu'aux sanctions pour couper court avec donc, ces cas. La moralisation, oui, mais il faut commencer à aller aux sanctions. Et puis aussi, quand je dis ces slogans qui sont des bons, parce qu'un slogan dans une orientation politique, c'est quelque chose de très pertinent. Ça crée ça secoue la partie même des gens encore réticents. Il faut expliquer ces slogans et surtout susciter l'adhésion de tout le monde en créant une dynamique de débat pour mettre à contribution toutes les forces. Un autre élément très important, il faut que on développe régulièrement. Il faut qu'on développe régulièrement l'approche technique et scientifique pour soutenir les nouvelles mesures politiques prises. Quand on prend une politique, il faut qu'au niveau technique, au niveau scientifique, il faut que la politique ait des bases solides. Et quand, par exemple, je donne un exemple, le gouvernement a une très bonne politique, par exemple, de la promotion des coopératives, oui, du mouvement coopératif. C'est une très bonne politique. Mais pour que ça réussisse, il faut une base technique et scientifique d'orientation, de la gestion et du développement du mouvement coopératif. Donc l'action scientifique, les experts, il y a d'autres politiques qui sont annoncées. Ça veut dire qu'il faut beaucoup plus aussi amener les experts et les scientifiques à contribuer dans la réalisation de l'orientation politique du gouvernement. Et aussi accélérer justement la fin de cette nouvelle la mise en application de cette nouvelle structure administrative. Tout à l'heure, il a dit, mais honorable Komani Rakiza, ce changement de ministère qu'on a combiné des directions et nominations, et avec ce que j'ai dit, que les Burundais se résistent justement à s'adapter au nouveau changement. Il faut vraiment accélérer, expliquer pour qu'en début 2021, la base de la nouvelle structure gouvernementale aide à vraiment, je dirais, booster l'énergie
dans la mise en application des politiques. Parce qu'après tout, c'est la structure gouvernementale qui constitue l'armature, le squelette même de tout ce qui doit être fait. Merci. Je pense que... C'est ce petit conseil que je donne comme ça. Je ne sais pas si, à moins que vous avez quelque chose à ajouter ou à dire par rapport à ce que vient de dire Faustin, honorable comme Manila Kiza. Oui, merci beaucoup. Ce que je voudrais tout simplement ajouter, c'est que d'abord, il faut qu'on sache que les Burundais, ils ont toujours peur du changement. Donc, quand on met des réformes, on voit justement certaines réticences. Et c'est effectivement ce que le gouvernement est en train de mettre en place pour que les réformes, parce que les réformes doivent avoir lieu. Et là, il faudra toujours sensibiliser peut-être. Il faut des mobilisations, sensibilisation. Et en fait de compte, on se rend compte que on finit par adhérer. Donc, c'est question tout simplement d'efforts pour pouvoir mobiliser et prendre des mesures qu'il faut jusqu'à ce que quand même tout le monde puisse s'aligner. Donc cela se fait et nous pensons et nous espérons qu'on pourra y parvenir. Merci beaucoup. Merci honorable Comme Manila Kiza. Je rappelle que vous êtes député de l'Assemblée nationale, membre du parti CNDD-FDD, parti au pouvoir. Merci d'être venu. Merci de votre contribution à cette émission Mosaïque. Merci beaucoup. Merci à vous, honorable Pamphile Malaika, membre du bureau politique du parti CNL. Merci d'être venu, merci de votre contribution. Merci beaucoup, mais je voudrais d'abord saluer comment Faustin vient d'expliquer les choses. Malheureusement, il est dans la société civile. Quand bien même la société civile, vous voulez qu'il soit du parti c'est l'interface entre les dirigeants et les dirigés, et pour canaliser les besoins de la population. Ça serait mieux vraiment qu'il soit dans un parti politique comme le CNL de l'opposition. C'est pas le moment de recruter. C'est pas le moment de recruter. Merci Faustin Dikoumana, économiste, activiste des droits de la personne humaine. Merci d'être venu. Merci de votre contribution aussi. Merci. Je demanderai encore une fois justement et au gouvernement actuel, au président du gouvernement, s'ils veulent aboutir à grand chose, il faut vraiment prioriser la lutte contre la corruption dans ce pays. La lutte contre la corruption en 2021, il faut que ça soit traduit dans les faits, que ça soit la petite et la grande corruption. Il faut tabler sur ça pour avancer. Merci. Il faut écouter, il faut suivre ce qu'on essaie de faire. Je pense bien qu'à ce niveau-là, c'est ce que je souhaite, on est déterminé. Merci. Et c'est par ici que s'achève l'émission Mosaïque pour aujourd'hui. Elle a été mise en onde par Eli Kadogo, prise d'image de Renaud Nyongeza et Dorine Ouimana. Jérôme Nyongzima était à la réalisation et au micro, Léonce Bitaligo. Merci à tous et tous de nous avoir suivis. Très bonne suite des programmes sur Isanganiro. À la prochaine.